Il est parti chercher à boire. Eh oui, oui, on peut le comprendre. Il va arriver quelque chose qui met un peu la poisse. Méfions-nous. Tant qu'il ne revient pas, moi j'ai des doutes. J'ai des doutes. Bon, en plus, on a du monde là. Dimitri, c'est un élu de Saint-Paul, les TCO, c'est-à-dire à l'ouest, c'est bien pris en compte. Je ne sais pas si on est mis en avant parce qu'on est mesuré, dire ouais, ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a mis sous-préfet de l'Est, mais peut-être on va pas faire la contradiction pour pas qu'il y ait de juge et parti avec mon collègue de Saint-Paul. C'est bon, vous avez pu. C'est vrai que c'est la course pour vous là, pour le coup là. J'ai été juste chercher de l'eau. Ce que je vous proposais, c'est de commencer à donner la parole à l'échelon municipal, donc entre vous êtes deux, et puis après l'interco et après le préfet. D'accord. Et donc voilà, on va faire encore différemment, donc plutôt libre comme l'échange. On finit à 11h20 et on essaie de garder un peu du temps avec la salle. Ça vous va? Je vais essayer de surtout pas être redondant par rapport à ce que j'ai dit, mais peut-être faire un peu parler les autres avant moi, comme ça. Je pense qu'il y a un truc sur la réserve communale peut-être. La salle est prévue ou pas? C'est attendu. Oui, Ouais. bon. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer cette table ronde, donc qui a vocation à parler. Tel que c'est prévu, là, c'était les outils du maire en gestion de crise. Donc je me présente, moi je suis Xavier Niel, je suis chef de projet ingénierie de crise au CEREMA. Je ne sais pas si vous le connaissez, le CEREMA, c'est un gros mot, là, mais c'est un centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public qui dépend du ministère de la Transition écologique. Et j'ai la joie et l'honneur d'être accompagné en animation de M. Doré, que vous avez pu voir, j'imagine, depuis hier. Voilà, que je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Ou... Enfin, on s'est présenté hier, mais c'est un plaisir de partager la tribune avec Xavier pour l'animation. Et on a 4 présentateurs chevronnés qui vont nous partager leur expérience aujourd'hui. Xavier et moi, nous tenterons de faire émerger à travers des questions de relance les points communs et les éléments pour vous à reprendre et à réinvestir dans vos communautés. Voilà, donc effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir monsieur le maire qu'on vient tous d'écouter de Breil-sur-Royal, monsieur Olaran, qu'on remercie de participer à cette table ronde. Monsieur Guyon, là, qui nous vient d'un élu de la commune de Saint-Paul. On a aussi monsieur Karimi, qui est membre de l'intercommunauté de territoire de l'Ouest, et monsieur le sous-préfet de Saint-Benoît, monsieur Matteau, voilà, qui vont nous parler un petit peu de tout ce qu'ils ont pu faire et vécu en matière de gestion de crise. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole. Peut-être on va commencer par vous, monsieur Guyon. Merci à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, pour votre témoignage qu'on vient d'avoir, qui était particulièrement enrichissant, qui nous permet de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous fait face. Parce qu'à travers votre témoignage, on mesure à quel point la préparation est nécessaire et surtout l'imprévision et les dérèglements climatiques que vous avez évoqués montrent que nous allons faire face à des phénomènes de grande ampleur. Monsieur le préfet l'a évoqué hier avec le cyclone Freddy qui nous a épargné au dernier moment. Et d'ailleurs, j'espère que, à l'instar de votre commune, vous me disiez que vous aviez fait un exercice à peu près exactement similaire à la catastrophe que vous avez vécue. Monsieur le préfet, lui, a prévu un exercice avec un cyclone catastrophique au mois de novembre. J'espère qu'on n'aura pas la même issue. Je voulais... quelque chose qui m'a un petit peu interpellé dans votre propos. En parallèle, Saint-Paul est une ville de 100 000 habitants. Nous avons 241 km² sur notre territoire. À titre de comparaison, Paris Intramuros, c'est 105 km². Nous avons sur notre territoire l'ensemble des aléas majeurs que connaît la Réunion et auxquels nous avons depuis... Moi, je suis un jeune élu, tout comme vous, depuis 2020, et je suis adjoint à la sécurité, donc je suis la première ligne de réponse auprès du maire sur ces éléments-là. Et nous avons fait face à de multiples éléments. Et avant de venir ici, je me disais, ça va être très intéressant cet échange. Vous êtes le maire d'une commune de 2300 habitants. Je suis l'adjoint d'une ville de 100 000 habitants. Mais au final, après votre propos, je me dis, on est tout aussi démunis du fait de notre insularité. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure la longue attente des secours par ce pont aérien que vous évoquiez, et je me dis que c'est un petit peu la même chose qui nous attendrait ici. Même si, à Saint-Paul, nous sommes globalement autonomes sur notre capacité de réponse, sur les LIPICO, les groupes électrogènes. Évidemment, nous avons un budget communal qui nous permet de mettre les moyens nécessaires sur tout ça. Alors, j'avais amené quelques éléments, mais je ne sais pas si je
je fais l'objet de la même poisse qui a été évoquée à votre égard, monsieur le maire. Aussi, c'est un complot des services techniques, mais je ne pourrais pas vous le diffuser. Vous présenter quelques éléments de notre organisation communale. Mais cette organisation communale nécessite avant tout une constante remise en cause, une constante évolution, car il faut perpétuellement la faire évoluer en réponse aux enjeux auxquels on fait face et surtout aux éventuelles défaillances que nous identifions. La première phase, c'est d'anticiper à travers nos outils de planification, les PCS, les DICRIM, etc. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il est important que le DICRIM soit diffusé. Trop souvent, il est au fond d'un tiroir, au fond d'un dossier caché dans les ordinateurs des chargés de mission. Il est très important de se préparer et d'informer nos populations. C'est le rôle essentiel et premier du maire en cas de crise. Il y a cette gestion de crise qui est essentielle. Nous avons, à Saint-Paul, fait face à diverses crises, et notamment les épisodes Batsirai et Emnati, les cyclones qui nous ont tous touchés il y a 1 an et quelques maintenant, qui étaient eux aussi très, très impactants, même si dans l'Ouest, on a été un petit peu épargnés. Mais néanmoins, on a tiré des leçons de tout ça. Des leçons sur notre organisation communale, des leçons sur notre lien avec les services de l'État et les autres partenaires. Et nous en avons tiré des enseignements. Nous sommes en train de refondre intégralement notre PCS et notre réponse opérationnelle. Car avoir un outil, planification, c'est très bien, on coche la règle, on coche la case, on a un beau dossier tout prêt, mais il faut qu'il soit vivant, opérationnel et vraiment efficace sur le terrain. Et on se rend compte que ce n'est pas encore totalement le cas. On a vraiment besoin de rendre tout ça plus efficace, plus opérationnel. Un exemple, alors je suis désolé, je ne pourrais pas vous le montrer, mais je voulais vous partager notre organisation, notre poste de commandement communal et son évolution. Nous avions un poste de commandement qui était calqué sur notre organisation communale. Le directeur de la sécurité, le directeur des moyens généraux, la direction des superstructures, la direction des voiries, etc., etc. Mais nous avions un enjeu qui est transversal et qui, du coup, cette organisation ne répond pas à cet enjeu de transversalité. Les centres d'hébergement sont équipés par une direction, sont dotés en ravitaillement de nourriture par une autre direction, sont coordonnés par une 3e direction et la 4e direction est en charge de tout ce qui est groupe électrogène, etc. Mais au final, ça ne fonctionne pas efficacement. Et cette organisation communale ne saurait être immédiatement calquée dans un poste de commandement communal. Et du coup, on est en train de refondre ça avec une notion de cellule, la cellule hébergement, la cellule sécurité, la cellule communication, qui est un élément sur lequel nous avons noté nos difficultés, nos défaillances lors de Batsirai et Emnati. On a su faire évoluer ça très rapidement entre les 2 épisodes, et il y a un travail de fond qui est en cours. Mais j'insiste bien là-dessus, nous avions vraiment un travail en silo. Notre CCAS, qui a la connaissance affinée des personnes vulnérables de notre territoire, n'était pas correctement inclus dans notre poste de commandement et dans notre PCS. Parce que l'un de nos premiers enjeux, dans le post-catastrophe, l'après, c'est d'aller au plus vite, avoir de l'information sur ces personnes vulnérables, entre autres. Mais on doit pouvoir savoir si nos personnes isolées, fragiles, sont en capacité d'avoir leurs soins, un accès à leur infirmier, à leur médecin. Mais on n'avait pas ce travail-là qui était fait, qui était prévu. Donc tout ça est refondu, tout ça est en train d'être remis à l'œuvre. Un autre élément qui, moi, m'a aussi frappé, ça a été évoqué par monsieur le maire tout à l'heure, c'est ce flux d'informations à traiter dans ce poste de commandement. À la mairie de Saint-Paul, nous mettons en avant ce que me disait monsieur le maire, les gens ont besoin de voir les élus sur le terrain. Donc, dans notre fonctionnement, le maire est sur le terrain, le maire est auprès de la population, et en tant qu'adjoint à la sécurité, je suis au poste de commandement et je représente l'autorité du maire dans ce poste de commandement. Et j'ai été frappé par ce flux incessant d'appels de la population, de remontée des services de l'État, à devoir traiter, et nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas suffisamment outillés, équipés. On en était presque, je schématise un petit peu, hein, je pousse un peu le bouchon, stylo papier pour traiter, sans de priorisation des tâches. Les agents communaux sont dépassés par le nombre d'appels. Donc c'est quelque chose que nous avons réorganisé, que nous avons restructuré, mais cette remontée d'informations est particulièrement essentielle. Sinon, vous ne pouvez pas traiter efficacement les enjeux. Monsieur le maire nous disait tout à l'heure, j'ai fixé un objectif clair, il faut dégager cet axe routier à l'issue de notre... mais pour ça, il faut qu'il ait la connaissance de ce qui se passe sur son territoire. À Saint-Paul, nous avons près de 600 km ou un peu plus de routes municipales que nous gérons directement, une multitude de radiers submersibles qui isolent des familles entières, des quartiers entiers. Donc il faut qu'on ait rapidement cette visibilité, cette remontée d'informations-là. Et c'est le point d'amélioration que nous avons également identifié,
la remontée d'informations qui était très parcellaire, qui était confuse, qui était, encore une fois, traitée de manière un petit peu... alors, je parle d'une organisation, hein, je ne parle pas de nos services qui sont très impliqués, très engagés. Et d'ailleurs, l'un des premiers outils, je fais une petite digression, l'un des premiers outils de gestion de crise d'un maire, c'est le personnel communal. Et on s'aperçoit dans ces crises-là que nous avons un personnel communal particulièrement impliqué, particulièrement efficace. À nous politiques, à nous autorités, de leur donner les moyens nécessaires de faire leur travail de la meilleure des manières. La remontée d'informations. Et enfin, un autre élément très important que nous n'avions pas su gérer correctement, qui n'était pas anticipé, c'était, alors qui est pourtant assez basique, une rupture des distributions d'alimentation en eau. Nous n'avions pas de plan précis de distribution d'eau, et c'est ce que nous avons vécu au plus fort de Bâtirail. Plus de 20 000 foyers n'avaient plus d'eau depuis plusieurs jours. Et donc, on a dû déployer très rapidement des citernes d'eau non potable, de la distribution d'eau dans tous les quartiers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une ville immense, hein, ceux qui connaissent La Réunion le savent, et nous n'avons pas été particulièrement efficaces là-dessus, tant sur le déploiement que sur la communication auprès des usagers, des populations. Et ça, c'est un point d'amélioration que nous avons mis en œuvre et qui est pour le moment pas totalement satisfaisant, mais nous avons des idées qui ont été évoquées d'ailleurs par M. Olaran tout à l'heure pour améliorer encore une fois tout ça. J'accélère un petit peu pour être rapidement. Donc nous avons une difficulté sur nos remontées d'informations, nous avons une difficulté pour communiquer avec nos populations et nous avons un nécessaire besoin de rendre opérationnel et plus efficace notre organisation communale. Donc notre fonds du PCS est en cours. À très court terme, nous allons, à échéance de fin d'année 2023, déployer une réserve communale de sécurité civile, qui est un véritable outil efficace sur notre territoire. Alors, bon, c'est toujours pareil, hein, je suis le politique, moi j'ai l'ambition de fin 2023, je suis Baudor, qu'on m'expliquera dans pas longtemps que ce sera plutôt début 2024, mais parce que ça a l'air simple comme idée dans sa conception, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, d'autant plus sur notre territoire. C'est pas juste des bénévoles à qui on donne un uniforme, une tronçonneuse, on dit allez, il faut aller là-bas. Non, coordination, formation, encadrement, il faut sécuriser ces gens-là, il faut organiser les informations. Je suis sûr que M. Olaran, d'ailleurs j'espère que vous nous ferez part de votre expertise là-dessus, votre expérience. Mais c'est un outil qui pour moi est essentiel et particulièrement symbole, et je pense à La Réunion de manière générale. Nous allons aussi déployer un système de cartographie en temps réel. À Bâtirail, nous avions des cartes sur le mur, figées, on rajoutait des points, des post-it, alors que nous avons des outils, alors à chaque fois je trouve le nom, DigDig, le SIG, etc., qui nous permettent d'afficher les différentes infrastructures du territoire. Et surtout, nous avons organisé dès maintenant, dès la fin, alors je parle surtout de l'aspect cyclonique, hein, dès la fin des alertes, un système où le territoire va être balayé, les voiries, et tout ça va avoir des remontées géolocalisées de ces éléments qui seront implémentés en temps réel sur notre carte. Et l'objectif est d'avoir le plus rapidement possible une vision globale de notre territoire, avec les routes nécessitant une intervention, les secteurs qui sont complètement isolés. L'objectif est d'arriver à celui-là. Et un autre élément très important sur lequel, alors là, je pense que c'est peut-être, je ne sommes pas la seule ville, nous ne faisons pas assez d'exercices, de simulation. C'est quelque chose qui est essentiel pourtant, et c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser, donc ça fait partie de nos améliorations à court terme. Et je termine rapidement, pardon, je ne veux pas accaparer la parole, je vous laisse ensuite, sur nos améliorations à long terme. Hier, donc comme je vous le disais, nous nous sommes aperçus que nous ne sommes pas exceptionnellement efficaces dans notre communication, dans nos systèmes d'alerte avec les populations. L'un des éléments pour nous permettre d'être plus rapides et d'être plus près des gens, c'est un échange que nous avons eu hier, M. Doré, un atelier que nous avons eu hier, ensemble nous les parer, développer le lien avec le tissu associatif, accompagner nos associations qui sont des relais essentiels sur le terrain, les former à cette culture du risque et pouvoir s'appuyer sur eux. Lorsque nous avons dû déployer des citernes dans toute la ville, d'apporter des packs d'eau potable, à aucun moment nous n'avons eu le réflexe ou même la possibilité, parce qu'on n'avait pas cette ingénierie, de nous appuyer sur le tissu associatif. C'est une défaillance que nous avons identifiée et qu'il nous faut corriger. Et ça, c'est un travail d'un peu plus long terme, mais je sais qu'on pourra s'appuyer sur les travaux qui ont été évoqués hier, et M. Doré pourra nous en reparler. Nous avons aussi un nécessaire besoin d'un renforcement de la collaboration avec les services de l'État. Nous avons un agent de liaison au PCO de la sous-préfecture de l'Ouest, qui d'ailleurs à 50 mètres de la mairie, mais la communication est peu efficace, peu efficiente, et ça mérite, sur la gestion de crise, plus d'éléments. On le voit bien, ce que disait M. Olaran tout à l'heure, cette information n'est pas forcément la plus fluide possible.
Et j'entendais Monsieur le maire nous dire tout à l'heure qu'ils avaient déjà déployé des systèmes d'alerte auprès de la population. Là également, c'est quelque chose que nous avons identifié et qu'il nous faut mettre en œuvre de manière ciblée, précise, parce que nous n'avons pas les mêmes risques. Nous avons le territoire de Mafate, qui a des risques très différents du quartier de l'étang Saint-Paul, qui est soumis à un aléa inondation extrêmement fort. Donc nous avons besoin d'un système d'alerte. Alors je sais que les services de l'État ont un système qui a fait ses preuves récemment avec le volcan. Monsieur le sous-préfet pourra peut-être nous en parler. Mais nous avons besoin, nous, mairie, d'avoir un outil peut-être plus ciblé, plus efficace, plus en adéquation avec notre territoire. Et je terminerai juste par là, juste une toute petite anecdote. Nous avons vécu, durant cet épisode Batsirai, je vais partager avec vous, c'est un événement un peu fâcheux, très compliqué à gérer, un décès. Un décès dans une famille, une mort naturelle. Une demi-heure, 1 heure après l'alerte rouge, le poste de commandement reçoit un appel d'une famille désemparée. Voilà, on a un décès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les pompes funèbres ne se déplacent plus personne n'a l'autorisation de sortir. C'était quelque chose d'assez compliqué à gérer. D'ailleurs, on a eu une difficulté de communication avec les services de l'État à ce moment-là sur notre vision de la gestion de cet événement. Finalement, le maire a pris une décision simple qu'il a assumée. Il a fait transporter sur place une table réfrigérée pour accompagner les familles, mais il faut avoir l'esprit, confinement, chaleur, humidité, corps en décomposition. Voilà, on s'est retrouvé assez désemparés et on a su trouver les moyens, les ressources, mais c'est un risque, pareil, qui n'avait pas particulièrement été anticipé, pourtant qui nécessiterait d'être envisagé. Tout ça pour vous dire que le dernier élément, pardon, j'ai menti, j'avais dit un dernier élément, mais je fais le politique, pardon, un élément essentiel, qui est d'ailleurs en train d'être fait d'une certaine manière, qui a été fait par Monsieur le maire, les retours d'expérience, des retextes, mais des véritables retextes. Pas des retextes où on vient voir une main courante qui a été préparée, voilà, où on va vraiment au fond des choses avec tous les acteurs concernés, soit en interne, soit avec les différents services de l'État. C'est quelque chose d'essentiel. Sans ça, nous ne pourrons pas avancer efficacement. On ne peut pas avancer, développer, améliorer notre réponse si on ne sait pas quelle est la véritable valeur de cette réponse en termes d'organisation de secours. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, je parle pour ma collectivité, peut-être un petit peu pour les collectivités territoriales. Je sais que les professionnels de la sécurité, les pompiers, etc., le font de manière systématisée, peut-être plus professionnalisée que nous, mais en tout cas, je pense que les collectivités territoriales doivent systématiser ce processus et qu'on puisse avoir une visibilité là-dessus. Je vous remercie, pardon d'avoir été un petit peu long. Merci à vous. Merci, Monsieur Guyon. Je vous en prie. Merci pour vos propos. Effectivement, je rebondis là sur ce que vous venez de dire sur les exercices. Effectivement, le législateur vous invite à faire tout ça, des exercices à minima tous les 5 ans, mais je pense que c'est une périodicité qui est vraiment maximale. Peut-être un exercice annuel, ça peut avoir du sens. Et justement, à l'issue de tout ça, des retours d'expérience sont appelés à être faits. Si vous le voulez bien, Monsieur Olaran, Merci. Oui, bon, je vais être bref dans ma réponse parce que j'ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc, vous savez un peu l'essentiel de mon retour d'expérience sur la gestion de crise. Peut-être que je vais revenir sur 2 points essentiellement. Le premier point, c'est la question de la communication en cellule de crise et en poste de commandement communal. Globalement, quand on réunit une cellule de crise, c'est les services municipaux, gendarmes, pompiers, et puis éventuellement les acteurs d'autres collectivités. Je pense au service des routes du département ou aux sapeurs forestiers du département que nous avons dans les Alpes-Maritimes. Ce qu'on essaie évidemment de faire, c'est de créer une communication qui est maximale entre nous, faire en sorte que chaque action soit discutée collectivement et que chaque action soit réalisée par l'acteur qui est le plus à même de le faire, avec ensuite un retour sur cette action, sur ses résultats, qui est partagé avec tout le monde. Ça, c'est finalement relativement facile à mettre en œuvre, en tout cas tant qu'on a des outils de communication entre nous, parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, effectivement, que si on n'a plus de réseau de communication, quand on a une équipe qui part sur le terrain, on ne sait pas si elle revient, on ne sait pas quand elle revient, et on sait pas, finalement, on ne sait pas ce qui se passe, et évidemment, il faut que la personne revienne pour nous faire part de son retour. Donc ça nécessite des solutions alternatives. Les téléphones marchent très bien tant qu'il y a du réseau, et sinon, effectivement, il faut basculer rapidement sur d'autres systèmes, et notamment sur des systèmes radio avec une autonomie énergétique. Mais ensuite, il y a la question aussi de la communication entre, effectivement, la cellule de crise et la préfecture. Parce que c'est quand même là-bas que beaucoup d'informations remontent,
notamment des informations sur les évolutions possibles du risque climatique. Bon, même si on a des logiciels, on utilise Predict, ça nous permet de voir un peu les nuages, comment ils évoluent. Mais je veux dire, on n'est pas des spécialistes. Les équipes de Météo France, elles sont en COD. Et donc, on a besoin d'avoir des informations descendantes. Nous, on essaie d'être des bons élèves, c'est-à-dire qu'on renseigne notre main courante sur Predict, on vient de fermer le camping, on vient d'évacuer le camping, on vient d'évacuer l'hôtel, on vient de fermer telle route au bord de la rivière, on vient d'eux, donc toutes les informations remontent. Mais en revanche, on n'a que très rarement, en tout cas je parle de mon expérience de la tempête Alex, je sais qu'ici vous êtes bien mieux organisés en la matière que nous, mais on n'a pas d'informations descendantes, nous. Donc c'est extrêmement perturbant parce qu'en plus on avait eu, et je l'ai dit tout à l'heure, cet exercice 15 jours avant, et dans cet exercice-là qui avait duré peut-être 3 heures, on avait un point avec la préfecture tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, ils nous disaient voilà où nous en sommes, voilà les informations que nous avons, où vous en êtes-vous. On échangeait et on savait où on allait. Et puis on connaissait l'évolution. Alors apparemment les pluies vont s'intensifier, ben finalement elles vont s'apaiser, le nuage se déplace. On avait des informations vraiment précises et très régulières. Quasiment tous les quarts d'heure. Un coup c'était par téléphone, un coup c'était en visio. On en faisait sans cesse. On avait tout le temps quelqu'un de la préfecture pour nous appeler comment ça va. Et quand on s'est retrouvé 15 jours après avec la tempête Alex, c'était silence radio. Pendant 5 heures, on avait des nouvelles de personne. Et ça, alors après on m'a dit oui mais vous aviez mal été habitué parce qu'en fait quand on a fait l'exercice, on a simulé sur un format de 3 heures une catastrophe de 12 heures. Certes, mais c'est vrai que malgré tout, dans ces moments-là, on a particulièrement besoin, c'est peut-être que psychologique, mais je pense que c'est plus que psychologique, mais on a en tout cas besoin de voir qu'on s'intéresse à nous, qu'on se tient informé de ce qui se passe chez nous, et puis qu'on nous donne des informations, parce qu'on en attend. Je préfère qu'on me dise « je n'ai pas d'informations nouvelles », plutôt qu'on me dise « rien ». Voilà. En tout cas, c'est dans cette période-là ce que j'ai vraiment ressenti, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Ça, c'est dans la gestion de crise à proprement parler, mais dans le post-catastrophe, c'était pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la préfecture a envoyé des agents pour gérer, pas pour gérer, pour être présent dans les cellules de crise. On s'attendait à voir un agent qui arrive et qui prenne les choses en main, mais dans les faits, c'était juste un agent de liaison. C'est-à-dire, ils ont pris le responsable des sports à la préfecture, le directeur adjoint de l'appui au territoire, des gens dans différents services, et ils les ont projetés sur le terrain pour avoir des yeux, des oreilles partout, mais que des yeux, des oreilles. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnaient pas d'informations. Et donc, toute la journée, on avait cette personne-là, on en a eu plusieurs d'ailleurs qui se sont succédés, qui faisaient remonter plein d'informations en COD, mais nous, on n'avait jamais rien qui redescendait. Et pourtant, c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin dans cette période-là. Donc ça, c'est sur la première partie, communication en cellule de crise. Ma deuxième remarque, c'est sur la réserve communale de sécurité civile. Effectivement, il n'y a rien de plus facile que de créer une réserve communale de sécurité civile. Surtout quand on sort d'une catastrophe, les bénévoles, on n'a pas besoin de les chercher. Hein. Voilà, tout le monde est bien sensible au sujet, tout le monde, beaucoup de gens se sont mobilisés d'une façon ou d'une autre, donc ils sont dans la lancée. Et donc, on crée une réserve communale de sécurité civile, paf, on a besoin de 15 personnes, on a 20 candidats directs. Bon, donc c'est parfait. On leur met un joli chasuble orange, on les positionne devant la mairie, on fait une photo, c'est dans le journal Nice Matin, c'est dans le journal municipal, et on dit on a créé une réserve communale de sécurité civile. Et quand on a fait ça, on n'a rien fait. Hein. Vraiment rien. Et parce qu'effectivement, la photo c'est formidable, le chasuble c'est très bien. D'abord, il faut les équiper mieux que ça. Bon, on n'est pas obligé non plus de les équiper comme une caserne de pompiers dès le départ. Hein. Voilà, c'est aussi fonction des missions qu'on veut leur confier, qui peuvent varier d'une commune à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'il faut aller dans un niveau d'équipement qui est un peu mieux que le simple chasuble fluo orange pour être repéré. Ensuite, il faut les former, il faut les assurer. Et puis, il faut aussi leur créer un esprit collectif. Et puis leur donner, si possible, une forme d'autonomie pour qu'ils puissent ensuite avoir leur propre organisation interne. D'ailleurs, il y a différentes sortes. Quelquefois, c'est des statuts de collaborateurs bénévoles à une mission de service public qui sont rattachés directement à ce qui est sous l'autorité fonctionnelle de la mairie. Et puis, quelquefois, c'est des associations, à proprement parler, qui, bien sûr, se mettent eux aussi sous l'autorité de la mairie, mais qui sont dans le cadre de la loi de 1901, avec leur propre compte, avec leur propre bureau, avec leur propre président. Même si, évidemment, la mairie est le premier financeur, mais ça leur permet aussi plus facilement d'aller chercher des financements ailleurs. Mais cette réserve
communale de sécurité civile, c'est vrai que c'est très important de la faire vivre. Et je dois le dire, et je le dis en toute humilité, nous, à Breil-sur-Roya, on n'a pas encore réussi à lui donner le rythme de croisière qu'on souhaite qu'elle ait. Parce qu'effectivement, on a des personnes au sein de la réserve communale qui attendent que ce soit la mairie qui leur dise « Tenez, on vous organise une formation, tenez, on va vous faire cet équipement », et on aimerait qu'ils puissent avoir une sorte d'autonomie qui fasse que, évidemment, ils se mettent sous notre autorité en cas de gestion de crise et si on les sollicite, mais qu'au quotidien, parce qu'au bout d'un moment, ce qu'on constate, c'est qu'ils se démobilisent. Bon, bah, ça fait 1 an qu'on a fait la photo, qu'on est dans la réserve communale, on nous demande rien, on n'a rien fait, finalement on se connaît même pas trop entre nous. Voilà, il y a une vie ensuite qu'il faut donner à cette réserve communale de sécurité civile, et cette vie-là, la mairie a un rôle à jouer évidemment pour l'entretenir, mais il faut aussi qu'on puisse avoir la réserve communale qui ait aussi une vie autonome. Voilà. Et ça, c'est un gros travail. Et ça nécessite souvent une impulsion municipale et un engagement dans le temps. Et d'ailleurs, je vais sans doute un peu restructurer mon conseil municipal pour avoir un conseil municipal qui soit vraiment dédié à ça, à faire fonctionner cette réserve communale de sécurité civile, parce qu'on se rend compte sinon que c'est un outil qui se délite un peu, et le jour où on en aura besoin, qui ne sera pas aussi efficace qu'on l'a souhaité. Voilà les 2 points sur lesquels je voulais rebondir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, effectivement, on l'a vu, hein, donc, les communes sont les premiers acteurs au plus près du terrain à l'occasion d'une gestion de crise. Ils endossent d'ailleurs, les maires, la responsabilité de directeur des opérations de secours en première intention. On a évoqué d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi pas faire appel donc, à une réserve communale de sécurité civile, mais aussi au tissu associatif local pour avoir une approche capacitaire la plus réactive possible. Et justement, dans ces nouveaux acteurs là, qui sont mis autour de la table, notamment appelés par la loi Matras, hein, qui vient un petit peu finalement structurer ce qui, grosso modo, existait justement à l'occasion d'événements, hein, où là, pour le coup, on voit que la solidarité se met en œuvre naturellement. Néanmoins, voilà, le législateur nous a invités notamment à confier un rôle aux intercommunalités. Et c'est dans ce cadre-là que donc M. Karimi, pour le territoire de l'Ouest, a en charge d'élaborer le plan intercommunal de sauvegarde pour son EPCI. Je vous laisse la parole. Merci, M. Tunel. Bonjour à tout le monde. En fait, l'introduction est bien faite puisque M. le maire et M. Guillon vous ont présenté un peu la démarche qui est menée au niveau des communes en matière d'organisation pour gérer les crises. Dans le cadre de ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire depuis les années 2000, 2004 de mémoire. Voilà, donc, mais il y a une nouvelle loi qui a été votée en 2021 avec des décrets d'application en 2022, donc c'est très récent, qui oblige désormais les intercommunalités à mettre en place, à approuver un plan intercommunal de sauvegarde. Donc le TCO, nous, on est conforme à la réglementation, donc on a engagé cette démarche, appuyant sur l'expertise du CEREMA, c'est pour ça qu'on travaille avec M. Niel, de manière à construire ce plan intercommunal de sauvegarde. Et la loi dit qu'à horizon novembre 2026, il faut que le document soit établi. Donc on est vraiment aujourd'hui, moi je partage avec vous un peu les prémices de la démarche, hein, c'est plutôt un témoignage. Je ne suis pas en mesure de donner des leçons méthodologiques, donc c'est plus pour vous dire un petit peu comment on initie un petit peu la démarche. Donc on se donne 2 ans pour travailler dans une démarche vraiment collaborative. On a mis en place un groupe de travail composé bien sûr des différents services de la collectivité, donc sur la base des compétences de l'intercommunalité, la GEMAPI, la gestion de l'eau, les transports, les ports de plaisance. Donc on a beaucoup d'activités, beaucoup de compétences pour lesquelles il faut qu'on apporte des réponses en cas de crise. C'est vraiment nos prérogatives, nos compétences. Mais l'autre gros morceau, ça va être, en partenariat donc avec les communes, de pouvoir voir les actions qu'on peut mutualiser, voir les actions qu'on peut mener en soutien aux communes. C'est tout un travail. Par petit exemple, aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'intercommunalité, on dispose d'un système d'information géographique, donc toute la cartographie du territoire, des 5 communes, nous l'avons. Et donc c'est un élément
existent, mais qu'il faut parfaire, qu'il faut améliorer. Peut-être il y aura probablement des systèmes d'alerte, de la donnée aussi, récupérer de la donnée pour partager avec les communes. Donc, vous voyez, donc il y a quand même des perspectives extrêmement intéressantes. Donc ce travail, et ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau de la réglementation, c'est toujours le maire qui est le pilier de la gestion de crise au niveau du territoire. L'autorité des intercommunalités n'est pas là pour se substituer au maire. C'est très important. Hein. Donc les PCS sont toujours très puissants. Hein. C'est vraiment les outils opérationnels. Et d'ailleurs, le pouvoir de police, il n'incombe pas au président des intercommunalités, mais toujours au maire. C'est des éléments extrêmement importants. Donc l'intercommunalité vient en soutien, en support et non pas en substitution. Donc là, on a mis des groupes de travail où on a tous les référents des 5 communes, les référents PCS, hein, des plans communaux de sauvegarde, puisque chaque commune est bien structurée. Hein, donc ça a de la chance qu'on a. À La Réunion, surtout, enfin en tout cas, je parle du territoire de la côte ouest, puisque c'est celui que je connais. Les communes, bon, je veux dire, elles ont un savoir-faire, des méthodes éprouvées pour gérer les crises. Principalement, c'est des cyclones, parce que chaque année, il y a des cyclones qui passent. Donc les équipes, enfin, ça a été dit par M. Guyon, donc ce n'est pas l'intercommunalité qui va expliquer aux communes comment faire un peu autrement. Donc c'est pour ça qu'on les a complètement associés à ce groupe de travail pour partir de leurs documents, hein, les PCS, qui sont en partie, ça a été dit également, mis à jour en ce moment. Donc du coup, un travail qu'on fera ensemble pour finaliser ces documents et de manière à bâtir le plan communal de sauvegarde sur de la donnée communale, rajouter bien sûr de l'information complémentaire s'il y a lieu. Dans ce groupe de travail, en plus des communes, il y a également le partenaire de l'État. L'État a un rôle extrêmement important en matière de gestion des risques. Donc on a un représentant de l'État également qui participe au travail. Nous avons mis en place des ateliers thématiques, hein, donc pour toute la durée d'élaboration du PIC sur les 2 prochaines années qui viennent. Sur la gestion du personnel, sur comment on organise la logistique, sur la gouvernance. Ben, vous voyez, c'est tous ces dispositifs-là. L'idée, c'est d'avoir vraiment un document le jour lorsqu'il sera établi, et ça a été dit à plusieurs reprises, en fait, il faut qu'on puisse l'utiliser de manière intuitive. Pas qu'on se pose des questions, il faut qu'il soit simple. Ce n'est pas un document qui fait 500 pages où, effectivement, s'il y a un problème, on cherche où est la bonne page. Non. Il soit vraiment élaboré de manière, dès qu'il y a une crise, tout de suite, il y a intuitivement, on trouve la bonne fiche réflexe, un annuaire des contacts qui soit mis à jour en permanence, du matériel disponible au niveau des communes, ou des intercommunalités, de l'intercommunalité. Donc voilà, ça c'est vraiment tout l'enjeu sur lequel nous allons travailler. En tout cas, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif au niveau des groupes de travail. Et ces ateliers, donc, ils vont se dérouler tout le long des 2 années qui nous restent. En termes de phasage, donc en fait, en ce moment, on travaille un peu, ça a été dit tout à l'heure par M. Niel, sur la prochaine saison cyclonique. Donc on essaie de mettre en place un dispositif de crise pour gérer les prochains cyclones, hein, puisque la saison cyclonique commence le 15 novembre. Là, c'est un travail un peu en accéléré, mais qui va nous servir pour toute la suite. Donc on va avoir, on va dire, le premier semestre 2024 pour élaborer, on va dire, la stratégie, le projet. Ensuite, il y aura toute une étape pour pouvoir également définir il y aura des formations à mettre en place, à la fois des élus, mais aussi des techniciens, pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de tout ce document. Ça a été dit également tout à l'heure, l'importance d'avoir des exercices de crise concrets, opérationnels à mettre en place. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas... Voilà, il faut s'entraîner. C'est un peu comme dans le sport. Avant de faire un match de foot officiel, il faut faire quelques entraînements. Donc il faut que les choses soient complètement intuitives. On est en train de s'interroger également sur la pertinence où localiser le poste de commandement. Vous voyez, parce qu'au niveau des communes, c'est assez simple en général, parce que c'est souvent dans les communes. Au niveau de l'interco, est-ce qu'on le fait au siège du TCO? Est-ce que c'est ailleurs? Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui sont réfléchis. Donc voilà, c'est une démarche qu'on a initiée. Donc je pense savoir qu'au niveau de la Réunion, on est certainement les premiers à l'avoir initiée. Et l'objectif, c'est d'être au rendez-vous. Notre objectif, c'est de le finaliser fin 2025, hein, même si la loi dit qu'on a jusqu'à novembre 2026, mais nous, on souhaiterait délibérer, parce que dans la procédure, il faut que l'Interco délibère, mais également les 5 communes. Donc fin 2025,
on se fixe comme objectif d'avoir un outil de gestion des crises, le PIX, l'intercommunal de sauvegarde, qui soit opérationnel. Merci, M. Karimi. Voilà, oui. Très rapidement, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Merci pour votre exposé précis. Un élément très important, la mutualisation que vous évoquiez. Je vais vous donner un petit outil de comparaison. Les grands volumes, je n'ai pas le chiffre exact. Le TCO, le territoire de l'Ouest, pardon, c'est à peu près 300 agents. La ville de Saint-Paul, lorsqu'elle mobilise ses agents pour un épisode cyclonique, c'est à peu près 250 personnels pour la tenue des centres d'hébergement, etc., etc. On voit bien que les EPCI ne seront pas forcément suffisamment dotés en moyens humains pour couvrir ces territoires. Donc il y a un vrai besoin de mutualisation. C'est très, très important d'avoir ça à l'esprit. Vous avez bien fait de le souligner. Merci, M. Guyon. Effectivement, c'est un réel enjeu. Donc là, vous l'avez vu, hein, le cheminement qu'on vous proposait autour de cette table ronde, c'est de partir du territoire et donc de monter dans les différents échelons. Là. Et donc on finit, j'allais dire, par le dernier étage de la fusée, mais en vérité, il y en a bien d'autres, puisqu'après, ça monte au niveau zonal et puis ça peut aller jusqu'à l'échelon européen. Mais en tout cas, voilà. Donc je vous donne la parole, monsieur le sous-préfet. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors j'ai tendance à être très bavard, mais il me reste quelques minutes, donc je vais essayer d'être bref pour permettre, je pense, un échange avec la salle. C'est ce qui pourra rendre intéressant aussi cet atelier de travail. Alors, mon témoignage se veut concret au regard de mon expérience vécue à Réunion en tant que sous-préfet de Saint-Benoît, hein, donc sur la côte Est, depuis un peu plus de 2 ans, mais aussi au regard de mes précédentes affectations professionnelles, où on se rend compte finalement qu'à chaque gestion de crise, il peut y avoir un modus operandi un petit peu différent. Alors, tout le monde l'a rappelé, la gestion de crise, elle est partenariale. Donc ça suppose une bonne connaissance des personnes, des femmes et des hommes qui vont gérer la crise au sein des communes, au sein des intercommunalités, au sein des associations, au sein de tous les acteurs qui vont prendre part à ces gestions de crise. Et ça suppose aussi de bien connaître les outils dont disposent ces acteurs. C'est pourquoi je vais vous présenter très brièvement le poste de commandement qui se trouve à la sous-préfecture de Saint-Benoît, avec l'exemple précis de ce qui s'est passé pour le cyclone Batsirai. La gestion de crise, vous le savez, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. La gestion de crise, ça n'est pas que gérer la crise au moment où la crise survient, où le cyclone intervient, où la crue intervient. La gestion de crise, c'est avant, c'est-à-dire c'est tous les jours. Et je pense que ce séminaire le démontre assez bien. Et c'est aussi, comme l'a rappelé Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait après? L'après, c'est aussi de la gestion de crise. Je vais être bref sur l'avant parce que ça a été rappelé, mais les documents, tout ce qui est planification, c'est très important. Ça peut paraître administratif, mais je crois que si on se lance dans l'élaboration de ces documents, il faut vraiment avoir conscience de l'utilité que ça peut avoir après. Effectivement, ce n'est pas un document qui a vocation à rester dans les tiroirs. Alors, il y a des documents qui sont à la charge de l'État. Je pense au dispositif Orsec. Et je vois le contrôleur général ici qui est présent, parce qu'à La Réunion, c'est l'état-major de zone qui pilote tous ces dispositifs et tous ces documents. Mais il y a des documents très importants au niveau des communes. Vous avez parlé des PCS, on a parlé des PCIS au niveau de l'Interco, on a parlé des DICRIM qui ont vocation à être transmis à la population. Ça n'est pas uniquement et surtout pas un document interne aux autorités municipales. Alors, en ce qui concerne le PC, le poste de commandement de l'arrondissement, mais je précise tout de suite que la place du sous-préfet n'est peut-être pas nécessairement au sein de ce poste de commandement, j'y reviendrai, et il n'est peut-être pas nécessaire d'activer un poste de commandement en arrondissement. On a, lors de crises départementales, un COD qui est ouvert en préfecture. La question se pose, est-ce qu'on doit ouvrir un PC dans l'arrondissement? Parce que ça va mobiliser des forces de sécurité, ça va mobiliser des forces de secours, ça va mobiliser un certain nombre de cadres qui ne seront pas forcément disponibles sur le terrain. Donc la question se pose déjà, est-ce qu'en plus du COD, on ouvre un PC? Ou alors, est-ce que si le COD n'est pas ouvert, on ouvre un PC au sein de l'arrondissement? Pour prendre l'exemple du PC qui existe en sous-préfecture, c'est un bureau qui est occupé chaque jour par un agent, qui se transforme de façon automatique en cas de crise. C'est un bureau qui fait 12 mètres carrés, avec 4 postes de travail, un pour les gendarmes, un pour les policiers, un pour les secours, les sapeurs-pompiers, et un bureau pour les experts. Ça peut être la direction des routes, ça peut être l'agence régionale de santé en cas de crise sanitaire, etc. Dès l'alerte rouge pour le cyclone Batsirai, 2 gendarmes, 2 pompiers, 2 policiers sont venus à la sous-préfecture en ne sachant pas quel jour ils allaient repartir. Donc il y a toute une logistique aussi à prévoir dans les locaux de la sous-préfecture avec des rations alimentaires dont nous disposons, des lits picots,
nous avons aménagé un local où, alternativement, les agents, les forces de sécurité et de secours peuvent dormir toutes les 6 heures et prendre le relais. Donc, on fonctionne en binôme. Au niveau des agents de la sous-préfecture, on a 1 ou 2 agents qui sont prévus aussi pour assurer les gardes. Et bien entendu, le sous-préfet, où là, je n'ai pas encore trouvé de binôme. Donc, il faut savoir gérer les temps morts, parce qu'on sait quand une crise démarre, on ne sait pas quand elle se termine. Le cyclone Batsirai, voilà, c'est allé progressivement, alerte jaune, alerte orange, alerte rouge, mais c'est allé quand même assez vite. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir tenir dans la durée, parce que je ne savais pas combien de temps la crise allait durer, et je crois qu'on prend les meilleures décisions quand on est un peu reposé aussi. Donc gérer ces temps de pause, c'est pour le sous-préfet que je suis ou les forces de l'ordre qui étaient présents, c'est pouvoir faire des siestes de 10-15 minutes. La gestion de crise, c'est aussi ça, c'est gérer son état de fatigue. Alors, sur l'avant, on en a beaucoup parlé, mais c'est l'organisation des formations tout au long de l'année. Les agents des services de préfecture et de sous-préfecture sont formés à la gestion de crise par le biais d'exercices opérationnels. On en a réalisé un en juin 2023, exercice Volcanex, donc une éruption au volcan, avec les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose, donc qui faisait jouer les 2 arrondissements du sud, de l'est, plus la préfecture. Voilà, toute cette phase amont, pour moi, elle est vraiment essentielle. On ne règle pas tout en anticipant, mais lorsqu'on anticipe un maximum de choses, on arrive au moment de la gestion de crise peut-être moins stressé, même si le stress doit être présent. Je crois que dans des précédents ateliers, vous avez parlé de l'éco-anxiété, ou je ne sais pas si ça va venir après. Ce n'est pas un terme qui doit faire peur. Je pense que l'éco-anxiété a une vertu positive. C'est l'angoisse de la récurrence des catastrophes environnementales avec le changement climatique. Et je crois que appréhender cette éco-anxiété et avoir conscience de ce qui peut se passer peut enclencher une action positive et au contraire ne pas freiner les actions de chacun. Alors, j'ai parlé de poste de commandement. La place du sous-préfet, elle n'est pas forcément au poste de commandement, ou alors, en tout cas, il existe différents postes de commandement. J'ai eu l'occasion d'exercer dans un PC route en Savoie, lorsque les amateurs de ski qui sont peut-être présents 8 samedis dans l'année, vous avez un afflux considérable de personnes qui arrivent en Savoie, et automatiquement, un PC de gestion de crise est activé, où vous avez le sous-préfet, les forces de l'ordre, la direction des routes, conseil départemental, conseil régional, pour fluidifier l'arrivée de 40 000 véhicules entre 6 h du matin et 23 h, en espérant qu'il ne neige pas, en espérant que certains d'entre eux aient des pneus neige, en tout cas, ou en tout cas des pneus qui ne sont pas lisses, parce que là, vous pouvez être confronté, et ça nous est arrivé, à un blocage total de la circulation, à des tempêtes de neige et des gens qu'il faudra ravitailler sur une autoroute en Savoie. Donc, c'est un PC un peu typique, mais qui s'appelle le PC Osiris. C'est un PC partenarial avec les directions des routes des différentes collectivités. Et voilà, je pense que c'est une bonne expérience sur la partie flux de circulation. J'ai eu l'occasion de tenir aussi des COD à Mayotte, où j'ai pu exercer différentes fonctions pendant 6 ans. Et le ministère a jugé utile en 2018 de solliciter quelques sous-préfets de métropole, dont je faisais partie, pour renforcer le PC de crise avec des membres du corps préfectoral, puisque la crise, là, n'a pas duré quelques jours, mais quelques semaines, voire quelques mois en 2018. Et l'objectif pour le sous-préfet que j'étais, c'était de tenir concrètement le COD, de diriger le COD en alternance avec d'autres sous-préfets. Il arrive parfois que vos collègues ne se réveillent pas et la permanence que vous deviez tenir pendant 12 heures dure 24 heures, voire 36 heures, ce qui m'est arrivé en janvier 2018. Donc 36 heures dans un COD, c'est assez compliqué à gérer, surtout quand vous devez gérer des noriades pétroliers qui viennent ravitailler l'île, en alimentation, en énergie. Vous devez gérer les noriades de personnel du centre hospitalier qui habitent sur Petite Terre, qui doivent rallier Grande Terre en évitant les barrages et les violences urbaines. Donc voilà, un tas d'éléments qu'il vous faut appréhender dans une pièce de 20 mètres carrés avec un gendarme, un policier et un sapeur-pompier, tout ça pendant 36 heures. Donc l'état de fatigue peut aussi nous amener éventuellement à ne pas prendre les bonnes décisions. Et un dernier exemple, un PC de crise par un opérateur privé. J'ai eu l'occasion, là encore je fais référence à mon expérience en Savoie,
ou lorsque vous avez un incendie dans le tunnel routier du Fréjus, à quelques centaines de mètres de la frontière italienne, vous vous rendez dans le PC de crise de la SFTRF, qui est l'opérateur privé qui est le gestionnaire d'autoroute, et vous échangez avec les forces de secours françaises, mais aussi italiennes. Donc là se pose une autre question, c'est tout simplement comment échange-t-on avec ses homologues italiens, comment les sapeurs-pompiers italiens interviennent avec quel matériel, est-ce qu'on fait évacuer les passagers du bus, en l'occasion c'était un bus, vers la frontière française ou vers la frontière italienne qui était la plus proche. Donc ce sont des questions que l'on se pose et tout ça pour vous dire que à chaque crise, il peut y avoir un PC de crise et des modalités d'opération. Donc il y a beaucoup de documents qui sont prévus, nous avons raison de les faire, nous sommes prêts à agir, mais le maître mot reste quand même l'adaptation. Monsieur le maire l'a rappelé, je crois que sans la faculté d'adaptation des élus, des secours, des associations, des bénévoles, voilà, les décisions ne sont pas nécessairement acquises et rédigées sur un papier. Alors, pendant la crise, l'exemple de Batsirai, effectivement, on ressent le besoin des collectivités, c'est absolument nécessaire d'avoir un retour sur les informations dont on dispose. Alors le PC d'arrondissement fait un peu le filtre entre le COD préfectoral, qui a beaucoup d'informations, et les PC communaux. Donc mon objectif à moi pendant Batsirai, c'était d'avoir un maximum d'éléments de la part des élus de terrain ou des chefs de PC communaux, en lien avec les forces de sécurité et de secours qui pouvaient être sur place, le nombre de victimes tout simplement, avec des points réguliers toutes les demi-heures ou toutes les heures en fonction des échanges que nous pouvions avoir avec les maires, le nombre de décès ou de blessés, heureusement nous n'avons pas eu de décédés, mais le nombre de personnes accueillies en centre d'hébergement, le nombre de personnes accueillies en centre de vie, les dégâts sur les réseaux, parce que pendant la crise on se pose déjà la question des dégâts sur les réseaux, eau potable, assainissement, télécommunications, pour anticiper ce que l'on fera en fin de crise ou à tout le moins après la crise. Et ces informations, elles sont communiquées au préfet via le COD en évaluant à chaque fois. Mon rôle, c'est d'indiquer quelle est la problématique pour l'arrondissement. Ça n'est pas de faire remonter un certain nombre de chiffres pour que ça soit collecté au niveau départemental, mais c'est de dire, attention, dans telle commune, il peut y avoir un problème parce que tel EHPAD, le groupe électrogène ne fonctionne plus, l'électricité n'arrive plus, donc EDF, qui doit intervenir sur toute l'île de la Réunion, doit avoir des priorités. Ces priorités sont fixées par le préfet. Et il revient au sous-préfet de dire, attention, on a une problématique sur cette commune-là parce que tel EHPAD ou tel centre médico-social n'est plus alimenté en électricité et on peut avoir une catastrophe. Très rapidement sur l'après, je crois que tout le monde l'a dit, c'est vraiment les retours d'expérience, les rétex. Moi, j'ai pour habitude de faire un rétex à chaud et un rétex à froid. Le rétex à chaud, il est dans les heures qui suivent la fin de la crise, très concrètement. Il faut avoir le vécu des différents acteurs pour avoir des premiers éléments. Et le rétex à froid qui peut être 1 mois, 2 mois après, où on se pose peut-être d'autres questions et d'autres éléments sont remontés. Et là aussi, les rétex, ils ne servent pas qu'aux préfets, ils servent aussi à alimenter les collectivités et les acteurs du terrain pour leur dire voilà ce que vous nous avez fait remonter, on décide d'adapter tel ou tel document et voilà ce qu'on mettra en œuvre par la suite avec vous. Il faut communiquer au grand public. Alors la communication, elle est multiple. Il y a la communication en instantané avec notamment FR Alert, ce nouveau dispositif qui a été mis en œuvre ici sur les éruptions au volcan. Il y a bien sûr les points presse des autorités, les communications en direct sur Facebook, comme a pu le faire Monsieur le maire. Là, je pense que tous les moyens de communication sont bons. Ça peut être le porte-voix qui sera utilisé par les forces de l'ordre ou par les sapeurs-pompiers pour faire sortir les habitants de chez eux si ceux-ci veulent encore rester à leur domicile en dépit des risques qu'ils craignent. Voilà, je ne vais pas être plus long, on peut encore dire beaucoup de choses, mais c'était un petit peu l'expérience dont je voulais vous témoigner, expérience très diverse et qui nécessite à chaque fois une adaptation au contexte local. Il y a des documents nationaux, il y a des stratégies nationales qu'il faut avoir en tête, mais je crois qu'il faut faire aussi appel au bon sens et à l'intelligence collective. On se sert des documents et sur le terrain, faisons confiance aux acteurs, aux partenariats,
aux échanges qu'on peut avoir bien en amont des crises. Le pire pour nous, c'est d'échanger avec les élus ou de ne pas connaître les personnes avec qui on va avoir à gérer la crise. Donc la gestion de crise, c'est toute l'année, c'est au quotidien avec les différents exercices qu'on peut mener et les échanges bilatéraux avec les élus. Je dirais le souci que nous avons au niveau de l'État de faire accélérer l'élaboration des documents communaux ou intercommunaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse parce que finalement, on avait préparé cette table ronde et on avait tous beaucoup de choses à dire. Effectivement, enfin, c'est des sujets qui nous passionnent tous, qui sont autour de la table. Et on est dans un environnement très contraint par rapport au temps. Néanmoins, on va essayer quand même de prendre quelques questions de la salle. Voilà. Est-ce qu'on dit les femmes d'abord ou pas? C'est vous qui avez le micro, quoi qu'il en soit. Il ne va pas m'en vouloir. Il ne va pas m'en vouloir. Je m'appelle Anne Cognot et je suis consultante en com de crise et en gestion de crise, mais plutôt pour les entreprises. Je suis étonnée, mais c'est peut-être aussi une volonté dans cette table ronde parce qu'on ne peut pas tout aborder. Je suis étonnée de ne pas entendre... on parle beaucoup d'information. Information qui descend, information qui remonte. On parle de qualité d'information. Et je n'ai pas encore entendu la plus-value de l'information de la population. Parce qu'en crise, la population, elle a de l'information. J'ai vraiment le souvenir des inondations à Liège, en Belgique, où j'ai entendu un jeune qui était coincé dans un toit de maison et qui disait en fait, je suis tout seul, ça fait des heures que je suis coincé dans ce toit avec de la flotte juste derrière. Je suppose que vous avez tous vu ce qui s'était passé à Liège lors des grandes inondations d'il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui est fait au niveau des communes, au-delà de Freedom, qui est notre premier réseau d'information local, pour répertorier l'information de la population? La population, elle s'exprime très souvent en crise via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on met en place des systèmes de surveillance des médias, des réseaux sociaux? Il existe le réseau Visov, c'est les volontaires internationaux qui surveillent les réseaux sociaux, qui ont travaillé en France notamment sur les incendies et qui peuvent dire à tel endroit il se passe ça, on a tel événement, qui coordonne et qui vérifie les informations. Quid de l'information qui vient de la population, quid de la formation et l'information à la population? À Bruxelles aussi, ils sont en train de mettre en place des formations au niveau des citoyens. Comment est-ce qu'on développe ça? Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, elle vient du terrain, au-delà des agents qui vont devoir se déplacer. En cyclone, on sait bien que comme c'est compliqué. Elle vient du terrain et je ne l'ai pas entendue aujourd'hui. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu essentiel. Et c'est ce que je disais très rapidement tout à l'heure. Nous avons observé que nous n'avions pas une capacité efficace, efficiente de traiter ces remontées. Lors de l'épisode Batsirai, nous avons eu, on ne va pas chiffrer, plusieurs centaines de remontées par différents canaux, via nos élus tout d'abord. Nous avons une quarantaine d'élus qui sont sollicités directement, via le numéro d'appel au poste de commandement, centaines et centaines d'appels, les réseaux sociaux, le site de la mairie. Donc nous avions effectivement une veille là-dessus, mais on s'est retrouvé, parce qu'il y a la collecte de ces éléments, mais il y a le traitement de ces éléments, la priorisation de ces éléments-là. Et nous avons constaté que nous n'étions pas au rendez-vous de ça, et je suppose que nous ne sommes pas les seuls, parce que là, vraiment, cette remontée d'informations, elle est massive et colossale. Donc il nous faut travailler sur des outils pour nous permettre de mieux traiter cela, de mieux faire remonter les informations et de mieux les prioriser. Et donc c'est une des pistes d'amélioration très fortes que nous devons mettre en œuvre, je pense, en tout cas à Saint-Paul et certainement dans d'autres collectivités. Quelques éléments, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, nous, on sera ravis d'échanger là-dessus. D'ailleurs, j'en profite rapidement parce que j'ai le micro avant de le lâcher. J'ai échangé hier avec monsieur le maire, j'en ai parlé ce matin à monsieur Gramont. Nous avons des échanges qui sont passionnants et très enrichissants. Merci à la DEAL d'avoir organisé tout ça. Mais on le voit bien là, on aurait besoin de plus de temps pour échanger. Et Saint-Paul va organiser des assises saint-pauloises des risques naturels. Nous sommes à un niveau régional d'échange, c'est formidable, c'est très bien. Mais nous disons,
allons plus concrètement sur le terrain, allons parler de nos risques ensemble avec l'ensemble des partenaires et des forces vives du territoire, et en incluant évidemment les tissus associatifs et la population. Donc j'ai échangé avec le directeur de la... Monsieur Gramont, je ne l'avais pas vu, on en parlait tout à l'heure. Si on pouvait organiser ça au premier semestre 2024, ce serait formidable pour pouvoir échanger sur nos thématiques et rentrer dans ces détails-là. Peut-être très rapidement, l'information du grand public, à mon sens, elle se fait surtout et beaucoup avant la crise. Hein. C'est par ce type de séminaires, les journées de la résilience, des initiatives locales comme celle de la Pirois, Paré, pas Paré, je crois. C'est la culture du risque, le phénomène de résilience qu'il faut que les jeunes appréhendent. Mais à La Réunion, on peut dire qu'il y a une bonne appréhension quand même de la culture du risque. Hein. La Réunion est soumise à 7 risques sur 8, je crois. Donc, ce n'est pas moi qui vais apprendre aux Réunionnais comment appréhender la crise. Hein. Les cyclones sont quasi annuels maintenant. Donc, il y a une très bonne appréhension par la population de cette gestion de crise. Ensuite, pendant la crise, là encore, tous les moyens de communication sont bons pour prévenir effectivement le jeune qui se trouverait sur le toit de sa maison, dès lors que les réseaux sont coupés, qu'on n'a plus de communication, que la mairie n'est pas en mesure de lancer une sirène d'alerte ou de faire passer de façon pédestre ou avec les véhicules, les forces de l'ordre ou de sécurité. Mais c'est du porte-à-porte, c'est tous les moyens qui peuvent être utilisés par les moyens SDIS notamment, hein, et faire du porte-à-porte avec les cartographies que l'on a nous au niveau de l'État mais que les communes ont aussi, avec une estimation, une évaluation assez précise de toutes les habitations, tous les quartiers qui sont soumis à tel risque. Je pense qu'au risque crue inondation, nous avons en sous-préfecture des tonnes de documents, quartier par quartier, où l'on sait, là, il y a 760 habitants qui résident sur ce quartier qui est en zone rouge. En cas d'inondation, nous savons que nous avons 760 habitants à faire évacuer et à sauver. Ça ne suffira peut-être pas, mais c'est là où le partenariat avec les CCAS, les communes qui connaissent mieux leurs habitants que nous, doit nous permettre d'arriver à sauver un maximum de monde et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes, parce que c'est l'objectif, je crois, de tous en cas de gestion de crise, c'est de sauver la population. Merci. Merci pour les interventions, merci pour les questions. On manque malheureusement de temps, mais je vous inviterai, une fois la session officielle terminée, de venir interpeller l'un ou l'autre des présentateurs pour vos questions. Je me permettrai en conclusion tout simplement de soulever que cet atelier se concentrait sur les outils des mairies. Et je crois qu'on a eu une très belle démonstration des outils, des préoccupations, des initiatives, des projets des mairies à l'égard de la résilience aux catastrophes. Évidemment, les mairies sont aux premières loges du risque, aux premières loges des relations avec les citoyens, aux premières loges de l'intervention. Mais on comprend bien à travers tout ce qu'on a entendu tout au long des assises qu'il y a plein d'autres dispositifs, plusieurs autres dispositifs qui vont venir soutenir l'action des communes. Et on retient aussi que les communes ont une responsabilité de soutenir l'initiative et le travail citoyen, la vie associative. Les réserves communales de secours en sont une belle illustration. Alors, on ne peut que souligner et apprécier les témoignages qui nous ont été partagés aujourd'hui. Merci, messieurs, pour vos témoignages et je crois qu'ils sont à la fois inspirants, mais surtout illustratifs d'une prise de conscience des autorités locales quant à l'existence des risques, à leur importance et à la priorité qu'on doit leur attribuer dans la gestion courante de l'administration locale. Joignez-vous à moi pour remercier nos présentateurs. Merci beaucoup.